Merci d'être là, nombreux, pour cette nouvelle émission. Je voudrais quand même prendre le temps, quelques minutes, de vous rappeler un petit peu en quoi consiste le mouvement Hopla. C'était en février 2011. Le petit clin d'œil, c'est que pour des raisons un peu personnelles, au lieu d'y aller l'été en vacances, je suis retourné au mois de février en Tunisie, après les fameux événements. Et c'est là-bas que j'ai rencontré cette première vague d'optimisme pour l'avenir. Je suis rentré avec ce Hopla dans la tête. Et pendant des mois, j'ai communiqué du Hopla à pas mal de gens. J'ai eu peu de refus. Est venue l'idée d'organiser des rendez-vous Hopla et de proposer à des gens du coup de se retrouver pour partager toutes ces belles choses. L'idée bien sûr, c'est de mettre un petit peu en avant des apporteurs de projets et des contributeurs éventuels. C'est monté justement toute une petite équipe pendant l'automne avec qui on s'est dit il faut qu'on fasse naître un premier projet Hopla. Et tenait un petit peu l'idée justement de lancer un magazine de bonnes nouvelles. Alors, les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui, ils sont présents, vous allez les rencontrer, vous allez en voir certains, d'autres seront un peu plus effacés parce qu'ils sont aussi en technique. Donc, je voudrais déjà faire un petit clin d'œil quand même aux premiers acteurs de Hopla, avec bien sûr un premier big up à Jean-Thierry Debeur. C'était l'occasion avec Hopla de se retrouver, on s'était un peu perdu de vue, et Jean-Thierry, c'était le premier à me dire « Moi, je vais venir, mais je vais amener ma caméra ». À partir de là, on s'est dit, si on amène une caméra, il faut qu'on en ait un petit peu plus de contenant. À l'occasion de ces soirées Hopla, j'ai rencontré aussi Franck Amourou de Radio Van. J'ai rencontré Erwan de Visual Effects, qui sont derrière les caméras en ce moment. Bruno Pilorget, mon ami de toujours, mais c'est celui aussi avec qui, avec l'association Vorace, on avait lancé il y a quelques années à Radon le festival Fish and Clips. C'était un festival de vidéos amateurs, des films courts et drôles, qui avait rencontré un certain succès. Se sont greffés aussi des gens comme Marc Gabriot, de ID Entité, qui lui a proposé de créer le site qui va ouvrir prochainement, optimistepourlavenir.tv. Guy Lévesque, autre fidèle du Fish and Clips avec l'agence de communication Equinox, nous a proposé de s'occuper de la partie communication, graphisme. Je voudrais faire aussi un big up aujourd'hui à Mousse et Sophie qui nous accueillent dans cet endroit somptueux, sur les bords du golfe du Morbihan, la folie berbère. Et puis une autre fidèle aussi, Anne Guillard, qui est journaliste indépendante et à qui je vais laisser la parole pour débuter avec une revue de presse. On va commencer par la bonne nouvelle du jour. Je t'avoue, Eric, je suis un petit peu déçue parce que la presse s'est déchaînée depuis 6 mois pour nous dire tous les jours qu'on allait mourir hier. Et aujourd'hui, on n'est pas mort et la presse n'en parle pas. Donc voilà, c'est un petit peu décevant. Mais nous, on en parle, on n'est pas mort. Ouest France se demande quand même si on n'en a pas fait un petit peu trop depuis 6 mois. À peine. Le Parisien, aujourd'hui, confirme le pchit de cette folle rumeur. Nous, on est contents, on n'est pas morts. Et si on est vivant, c'est donc qu'on peut espérer vieillir. Et donc, sans transition, je vous amène sur le deuxième sujet repris par la presse ce mois-ci. Plus on est vieux, plus on est heureux. Donc, une étude britannique vient de démontrer qu'à 60 ans, le degré de bonheur ressenti serait aussi fort qu'à 20 ans. Le creux de la vague, c'est les quadras. Donc rassurez-vous les quadras, la transition s'opère à la cinquantaine et après ça fait que monter. Donc voilà, ça c'est quand même la bonne nouvelle. On va rester sur les vieux si je peux me permettre. Neil Young, bingo, c'est confirmé. Ouest France, le Télégramme l'ont confirmé cette semaine. Les centres bretons s'offrent le rocker planétaire à Carhaix le 20 juillet. Bon, on va arrêter de parler des plus anciens, on va laisser la place aux jeunes. Et quels jeunes ? Eric, on va se régaler au mois de juin, enfin surtout les filles. Ouest France nous a annoncé mardi dernier que en 2013, Vannes accueillerait la Coupe du Monde de rugby des moins de 20 ans. Voilà. Donc on peut imaginer assister à un lâcher de rugbymen à partir du 5 juin dans les rues de Vannes. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, les filles en folie. Et si l'équipe de France est bien dans le rythme, on peut même imaginer croiser Fabien Pelouse sur le port, et ça ne nous gêne pas. Peut-être même qu'on pourrait essayer de le faire venir dans un Hopla Actu. Oui, bien sûr, dans la rubrique sport, il y a déjà des contacts pris avec pas mal de clubs, et le RCV n'est pas resté insensible, bien sûr, à une présence sur un prochain Hopla Actu qui sera plutôt en phase avec l'actualité sportive du mois de juin. Donc. Et si tu peux nous faire venir quelques rugbymen de moins de 20 ans, ça ne nous gêne pas. Le Télégramme est allé rencontrer cette semaine Manda,
qui est un nomade avec ses 2 chevaux et sa roulotte. C'est un menuisier des Hautes-Alpes qui a mis exactement 5 ans pour arriver jusqu'en Bretagne à la vitesse de 5 km/h. Il s'est installé sur un terrain en bordure de plage à Séné, évidemment sans l'autorisation du propriétaire. Donc là, vous vous dites, oh là là, il s'est fait virer. Eh bien, pas du tout. Le propriétaire l'a accueilli chaleureusement et lui a même prêté son tracteur pour enlever les algues qui faisaient peur aux chevaux sur la plage. Voilà. Donc il y a encore des propriétaires terriens en bordure de plage qui sont assez hop là. On va finir, Eric, par une hop l'actu un peu débile mais assez drôle que j'ai trouvé dans le monde des ados ce mois-ci. C'est le bonbon qui fait fureur aux États-Unis. Il s'appelle Déo. Pourquoi Déo ? Parce que fini le pchit sous les bras, un bonbon et hop, ça sent bon de l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle qui a été annoncée aux ados et qui fait absolument fureur. Bravo Anne, merci pour cette revue de presse de transition entre 2012 et 2013. Aujourd'hui, le plaisir d'accueillir Monsieur Eddy Cardouze, créateur, fondateur et président de la société Smartboat, basée à Vannes. Bonjour Monsieur Cardouze. Bonjour Monsieur Liguier. Alors, vous êtes le fondateur du Smartboat. Smart, il y a le côté chic, l'élégance, le design, l'innovation. Je vais vous laisser nous représenter un petit peu mieux votre société. Smartboat, 4e saison, still alive, dans les pires années, et pourtant ça passe. 120 bateaux vendus, on a démarré avec rien. Et puis le bateau, il est à Moscou cette année, il est à Shanghai, il est à Dubaï, il est à Miami. Et il y a la place. Il y a la place pour dire des choses, il y a vraiment des niches. Alors justement, quelles sont les caractéristiques particulières du Smartboat ? Avec Vincent Loriot-Prévost, on a travaillé un concept d'un bateau léger. Alors Vincent Loriot-Prévost, l'architecte naval à Vannes. Absolument, America's Cup, Vendée Globe, les 2 bateaux en tête, par exemple. Bravo. Et on a fait un bateau léger, un bateau qui permet d'économiser en mettant des petites motorisations, un bateau qui s'inspire de la voile, avec un ballast, un bateau doux à naviguer. Des sensations particulières, justement, donc quand on le pilote, il y a du bien-être, des sensations, des vibrations positives dans le pilotage du Smartboat. C'est superbe. Et puis voilà, quoi, avec tout ça allié avec du design. Et on trouve vraiment une clientèle. Monsieur Cardouze, je connais votre passion pour les bateaux, pour le golfe du Morbihan, votre grande expérience dans le motonautisme. Est-ce que justement l'entreprise, enfin l'aventure de l'entreprise Smartboat, est-ce que c'est pas la concrétisation d'un rêve d'enfant ? Ouais, il y a de ça. Il y a de ça, forcément. J'ai eu la chance de naître au bord du Golfe et les regarder, ces bateaux. Et puis petit à petit, j'ai travaillé dans le milieu nautique. Et à un moment donné, il y a eu cette opportunité de partir dans ce rêve. Et c'est extraordinaire. La joie de livrer un bateau, la joie d'entendre un propriétaire nous dire à quel point il aime ce qu'on lui a vendu. Et puis la joie de continuer à créer. On va sortir un Smartboat 30. On sera la semaine du design à Paris, où on est partenaire. On va faire des bateaux taxis électriques. Et on va créer le club des propriétaires de Smartboat. Voilà. D'accord. Vous participez en effet à de nombreux événements, des festivals, des salons. Vous étiez récemment sur le salon nautique. Absolument. Est-ce qu'on peut vous demander C'était bien. C'était bien ? C'était bien. On a une bouffée d'air là. Oui. Ouais, on a vendu pas mal de bateaux. Et d'ailleurs, les niches, en règle générale, s'en sortent bien. Et il y a vraiment des attentes, je vous dis, sur des tout le monde ne veut pas que du générique. Et je crois vraiment, moi, en l'avenir, en ce marché spécifique où des gens attendent des choses minimalistes, un petit peu innovantes. Et il y a vraiment la place pour ça. Parfait. Est-ce qu'à l'aube de l'année 2013, il y a quelque chose de beau, une bonne nouvelle qu'on peut souhaiter à l'entreprise Smartboat ? Là, on fait le salon de Londres, on est nominé bateau de l'année. Ce qu'il faut nous souhaiter, c'est juste que ça continue. Je m'éclate. Ça fait plaisir. Merci. De la vibration positive. On est là pour la partager avec vous, entre autres. Et c'est réciproque. Merci Eddy Cardouze pour la société Smartboat, l'entreprise du mois du Hop Actu. Merci beaucoup.
Thierry, bonjour. Je vous laisse nous présenter votre invité environnement. Bonjour Eric. Mon invité aujourd'hui, c'est Monsieur Philippe Robin, qui est président de l'association Golfe Clair, qui milite pour la réduction de l'impact de l'activité humaine sur la partie eau salée du Golfe. Alors j'ai parcouru hier soir, en préparant votre réception, votre site internet golfeclair.com, sur lequel on retrouve effectivement un résumé de toutes les activités, les actions que vous menez via l'association, notamment la journée Golfe Propre. Oui, la journée Golfe Propre, ce sera donc la 10e année cette année. On a maintenant cédé la manifestation directement au PNR. Donc, la journée Golfe Propre, il s'agissait de ramasser tous les déchets qui maculent les 450 km du Golfe. Beaucoup de personnes pour faire ça ? Environ 600, malheureusement pas plus, mais c'est déjà beaucoup. On aimerait que beaucoup de gens qui vont à la Palourde pendant les grandes marées prennent un petit sac pour aussi ramasser un peu de plastique. Alors je crois que ça va effectivement dans le souhait de l'association, c'est-à-dire que vous souhaitez éduquer les comportements, et pour ça vous avez mené depuis peu de temps une action basée plus sur l'humour, en éditant et en faisant en sorte que la commune d'Arradon positionne des panonceaux informatifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Donc il y a eu plusieurs panneaux qui ont été disposés à Arradon, comme celui-ci. Alors ne réveillez pas les huîtres, je ne sais pas bien. si on voit bien à la caméra, on les repassera de toute façon sur le site internet optimismepourlavenir.tv. Donc c'est un moteur hors bord avec un casque anti-bruit autour, et puis la mention, donc ne réveillez pas les huîtres. On peut aussi éventuellement ne pas réveiller les êtres humains, mais c'est une façon de dire aux êtres humains que... Donc de limiter l'impact nuisance sonore. Voilà, mais au lieu de le faire de façon frontale, en disant interdit, au lieu de se bagarrer, petit clin d'œil. C'est un clin d'œil, et ça, je pense que ça a plus d'impact. Ça veut dire qu'effectivement, si on était dans le respect de la loi, on pourrait imaginer tout un tas d'autres solutions pour naviguer sur le Golfe. Le bateau électrosolaire a plusieurs avantages. C'est une carène intelligente. Un bateau qui avait fait déjà la traversée de la Manche avec en totale autonomie électrosolaire, et cet été on a fait une traversée du Golfe avec un temps épouvantable et ça a marché. C'est-à-dire que vous avez eu des conditions bretonnes. conditions bretonnes, voilà, c'est mieux. Donc c'est-à-dire grosse pluie, etc. Oui, malgré tout, ça a fonctionné. On dit qu'en Bretagne il fait beau plusieurs fois par jour, et là ce jour-là, pas du tout. D'accord. Clairement. Et ça a marché. Et on malgré est très tout, heureux de faire cette expérience, et on espère bien qu'elle va se perpétuer, et que demain on aura des bateaux électrosolaires. Donc ça c'est un bateau qui existe, mais qui est un bateau qui est commercialisé, non ? C'est un bateau un peu compliqué, c'est un prototype, on n'est même pas au niveau du smart boat, et il y a plein de choses. Donc on va attendre que M. Cardouze nous sorte un bateau électrique pour pouvoir naviguer en toute sérénité. Il existe déjà. Alors Art of Noise, ça sera le premier, on le verra peut-être naviguer sur le Golfe cet été. Alors justement, si on parlait d'optimisme et d'avenir, et qu'on devait souhaiter une bonne chose pour le futur, ça serait quoi ? Ce serait demain de naviguer sur un Golfe clair. D'accord. Tout simplement. Merci. Merci Philippe Robin. Merci. Je vous remercie. Pour cette rubrique sport, le plaisir aujourd'hui d'inviter Sébastien Audigan, marin, navigateur, coureur au large, et très content de t'avoir à nos côtés, Sébastien, aujourd'hui, parce que tu es à quelques heures de tenter de battre un autre record. C'est celui du parcours de New York à San Francisco, pour retracer un petit peu le parcours que faisaient les fameux Clippers à l'époque pour transporter l'or de la côte est à la côte ouest des États-Unis. Sébastien, ce serait un petit peu long de présenter ton palmarès. Tu vas peut-être nous ressortir quand même quelques moments importants, mais je crois que tu as couru sur tous les supports de bateaux. Oui, effectivement, je suis navigateur depuis presque 30 ans, et j'ai navigué en dériveur au début, et puis sur les bateaux de course au large avec des gens comme Pierre Sauzon, Loïc Perron, Bruno Perron, Franck Camas, Billy Gory, et j'en passe. Et donc ma passion c'est la mer et la voile, et j'en ai fait mon métier. Bon, c'est une vraie chance parce que tout le monde n'a pas cette chance. Et là, je suis à quelques jours d'un départ pour New York. Alors pourquoi dans quelques jours ? Explique-nous un petit peu, c'est bien sûr une question de météo, bien sûr. Alors, dans la voile, il y a différents types de compétitions. Il y a des courses comme le Vendée Globe qu'on peut suivre aujourd'hui. Et puis il y a aussi des records. Ces records, en fait, c'est des chronomètres entre des villes. Et ça représente souvent le tracé des anciennes routes maritimes et routes de commerce. En l'occurrence, là, le record New York-San Francisco, ça s'appelle la route de l'or. Parce qu'effectivement, jusqu'en 1914,
Il n'y avait pas le canal de Panama, donc les bateaux pour amener l'or et puis les marchandises aux États-Unis de l'Ouest passaient par le Cap Horn. Ça peut être la route des pirates aussi, j'imagine. Ça peut être aussi la route des pirates, ouais. Ouais. Elle a raison. Tu nous réexpliques un petit peu. Alors, tu vas être avec Giovanni Soldini. Tu nous représentes peut-être le bateau. Combien de personnes vous êtes à bord? Alors le bateau s'appelle Maserati. Le sponsor, c'est les voitures Maserati. C'est un bateau italien, pavillon italien. Le skipper Giovanni Soldini, je pense qu'il est assez connu en France parce qu'il est venu par chez nous faire du classe 40 notamment, et il a fait beaucoup de 60 pieds open aussi, le Vendée Globe. Et l'équipage est international. Donc on a 3 Italiens, un Américain, un Chinois, un Allemand, un Français. Et je crois que c'est tout. Et, on est 9 à bord. Et on part de New York avec une bonne fenêtre météo, c'est-à-dire avec au premier front froid. En l'occurrence, dans quelques jours, ça risque d'être le cas. Donc il y a une grosse dépression qui arrive sur New York. On va partir avec des vents portants. Et ensuite, on se dirige donc vers le Brésil, avec une petite transition pour prendre les alizés du sud-est. Et puis route vers le Cap Horn. Alors le Cap Horn, c'est un peu compliqué à passer parce qu'on va le passer à l'envers. Les gars du Vendée Globe vont arriver avec les grosses dépressions australes, ils vont arriver au portant. Vous risquez de vous croiser. C'est possible qu'on croise un concurrent ou deux, ouais. Ça serait sympa d'ailleurs. D'ailleurs, une petite info, tes petits copains sur le Vendée Globe en ce moment, ils en sont où là? Ils en sont, il y a un super duel entre Armel Lecléache et François Gabard qui sont bien en tête de la flotte et qui sont en gros en train de faire du match racing au large. Ils sont à vue, on a pu suivre un petit peu, ils se voient en ce moment de temps en temps. Ils sont à vue, ils ont de très bons bateaux, ce sont 2 très bons compétiteurs. Le parcours du New York-San Francisco, ça fait combien de milles ou combien de kilomètres? Ça fait environ 15 000 milles, je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé précisément. L'objectif, bien sûr, de Hopla, je le disais en introduction tout à l'heure, c'est de mettre de temps en temps en contact des apporteurs de projets et des contributeurs. Et si tu représentes Sébastien aujourd'hui aussi, c'est parce qu'au-delà de ce record, tu es toi-même sur un beau projet, 2 cafés et un rhum dans les 3 prochaines années. Et c'est un projet pour lequel tu es à la recherche aussi de contributeurs et de partenaires. Je te laisse te représenter un petit peu ton projet sur les 3 années à venir. Pardon. Oui, alors c'est vrai que depuis quelques mois, je travaille sur un projet pour trouver des partenaires pour participer à 2 routes du café, donc les Transat Jacques Vabre, et une route du rhum. 3 saisons sur un classe 40, probablement construit pas très loin d'ici, et dessiné par un architecte du quartier, on va dire. Et donc pour ça, on peut en savoir plus? Non? Ça reste un peu confidentiel encore? C'est pas encore tout à fait choisi, mais... D'accord, on en parlera. Ce sera un bateau morbihanais de toute façon. Très bien. Et donc pour ça, bien sûr, il faut des partenaires. Et donc on a monté un petit... C'est, j'imagine, une transat, c'est souvent en double. Tu as déjà un équipier prévu? Non, je ne veux pas d'équipier prévu. En fait, l'objectif principal, c'est de gagner la route du Rhum en classe 40. Alors la classe 40, c'est les 40 pieds, c'est les bateaux un tout petit peu plus petits que les 60 pieds qu'on retrouve sur le Vendée Globe en ce moment, mais qui sont un petit peu dans le même genre de caractéristiques et de performance technique et de rapidité. Ça va pas aussi vite bien sûr, mais... C'est exactement les mêmes bateaux que... C'est les petits frères des IMOCA 60, sans toutes les emmerdes. C'est-à-dire il n'y a pas de quille basculante, la technologie est moindre, mais ça reste des bateaux qui sont très marins, très rapides, et qui ont l'avantage de coûter beaucoup moins cher qu'un 60 pieds. Parfait. Bah écoute Sébastien, c'est gentil d'être passé aujourd'hui faire ce petit crochet. Une fois de plus, bonne tentative de record, New York-San Francisco. On ne manquera pas de suivre ça sur Internet aussi, puisqu'on est quand même sur le réseau du net et du virtuel. Il y a un site particulier, newyorksanfrancisco.com, quelque chose comme ça peut-être? Non, le site c'est maserati.soldini.it. Là vous pouvez suivre la progression du bateau. D'accord. Et puis si jamais des partenaires potentiels t'ont écouté pour ce projet de café et un rhum, les coordonnées bien sûr de Sébastien Odigan sont sur le site Hoplactu dans les heures à venir. Merci Sébastien. Merci à tous et puis une très bonne année 2013. Bah oui, parce que toi tu risques de la passer en mer. Ouais, en général quand je passe les premiers de l'an en mer, c'est des bonnes années à suivre. Et des bonnes sensations? Des bonnes sensations. De l'optimisme pour l'avenir, on te le souhaite beaucoup. Exactement. Sébastien Odigan, coureur au large. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne maintenant sur la rubrique l'artiste du mois, puisque nous aurons le plaisir chaque mois d'avoir à nos côtés un ou plusieurs artistes d'ailleurs.
Et c'est Bruno Pilorget, notre carnettiste et illustrateur, qui croque un petit peu l'émission, qu'on retrouve sur le plateau maintenant pour l'invité du mois, Bruno. Erika, bonjour. Bonjour Bruno. Dans notre petit entretien de 5 minutes, je te demanderai donc de glisser, quand tu le voudras, le mot magique « hop là ». Ok. Erika, tu es autodidacte. Enfant, dessinais-tu? Oui, j'ai toujours dessiné à mes heures perdues. D'ailleurs, maman a gardé pas mal de dessins. Et puis j'ai aussi beaucoup... j'aimais déjà faire des assemblages en bois, des petits meubles de poupées, des choses comme ça. Très bien. Tes parents t'ont-ils fait découvrir le monde de l'art, du coup? Alors, je me suis intéressée par moi-même au monde de l'art. Il y avait beaucoup de livres chez moi, mais c'est vrai que mes parents m'ont très peu emmenée dans des expos ou des choses comme ça. En revanche, comme mon grand-père était éditeur et qu'il proposait des livres avec des jolies gravures, des éditions vraiment de collection, c'est plutôt là-dedans que j'ai découvert les premières rencontres qui m'ont émue. Peut-être un livre? Voilà, donc je me rappelle plus particulièrement d'un très beau livre de Gérard de Nerval avec des gravures de femmes qui m'ont vraiment D'accord, donc touchée. déjà les femmes t'intéressaient. Te rappelles-tu de ton premier flash artistique? Peut-être est-ce le même d'ailleurs? C'était à Florence. C'était en déambulant dans les rues de Florence, en me perdant un peu et en découvrant un atelier de restauration avec des toiles immenses et tous ces gens qui travaillaient là. Ça m'a donné envie de... L'Italie, peut-être peux-tu nous parler d'Italie? Pourquoi l'Italie? Parce que je suis d'origine italienne, mon père est italien, donc tous les étés on passait vraiment beaucoup de temps à sillonner un peu toutes les différentes régions et à visiter. D'accord. Et quels sont tes thèmes privilégiés dans ta peinture? Actuellement, c'est vraiment les personnages et j'ai longtemps travaillé sur des scènes de vie et qui suggèrent l'émotion et récemment j'ai eu envie de me rapprocher plus des personnages, d'être plus dans leur intimité, leurs émotions. D'accord, Voilà. donc une sorte de zoom Voilà. sur l'intimité, sur les regards, sur la grâce d'un regard, la grâce d'un visage. Donc voilà. Peux-tu nous citer des artistes que tu aimes et qui t'inspirent peut-être? Des artistes que j'aime, quelqu'un que j'ai vraiment, qui m'a vraiment touchée au début, c'était Modigliani pour l'espèce de sensation qu'ont ces personnages d'être habités, mais dans leur vie intime. Ils ne sont pas tournés vers les autres et ça m'a toujours posé question. Mais j'aime plus j'avance dans la peinture, plus j'aime de choses différentes et j'aime beaucoup Frida Kahlo. Voilà. Voilà. Travailles-tu en silence? Non. J'ai pensé parfois à écrire au dos de mes peintures. Toute cette série a été écrite sur tel album, parce que c'est vraiment important, je trouve. Alors j'ai une amie qui peint en écoutant France Info à fond, mais chacun son truc. J'espère qu'elle peindra en écoutant Hop L'actu bientôt. C'est vrai que pour la réflexion, vaut mieux peut-être la musique, effectivement. Voilà. Dessines-tu en dehors de ton atelier? Alors moi, je ne suis pas une dessinatrice. Je suis plus dans la couleur, la matière, donc non, pas particulièrement, non. Sauf quand tu cherches des idées voilà. Sur des petits carnets. Voilà. Tu participes à des expositions collectives, mais aimerais-tu aussi créer avec un autre artiste? Par exemple, quelque chose qui permet de faire ça, c'est le graphe. J'aime beaucoup, j'en fais avec ma sœur, vraiment à titre personnel, pour sortir de l'atelier, puis parce qu'il n'y a aucun enjeu derrière d'exposition, de pression, de montrer ça à un quelconque public. Donc ça j'aime beaucoup. Et puis une aventure collective, ce serait plus de la scénographie qui me plairait, par exemple. D'accord, ou travailler avec un écrivain, peut-être un poète. Voilà. Oui. Aimerais-tu réaliser une affiche de film? Et pour quel cinéaste ou quel genre de cinéma? Une affiche de film, oui, pour Almodovar, rien que lui. Pas mal, bon choix. De même, aimerais-tu réaliser une pochette de disque? Nous allons accueillir Kilroy, par exemple. Kilroy pourrait peut-être flasher sur ton travail, et s'il te proposait d'illustrer leur pochette de disque, est-ce que tu serais partante? Pourquoi pas, si je suis en accord avec ce qu'ils font et que si ça me parle, avec plaisir, ouais. Je te signale que tu n'as toujours pas dit le mot magique. J'ai oublié. Dernière question, ouais. Considères-tu que c'est une chance d'être artiste? Oui et non. Mais quand les gens vous disent, ça m'énerve un peu, vous avez la chance de faire ce métier,
j'ai envie de leur dire qu'on s'est donné la chance de le faire et que c'est pas toujours été simple, mais c'est une évidence. Donc, C'est donc lié à la question d'avant. donc voilà, il faut y croire, tout simplement. Il faut être Faut y prêt au croire. plat, en fait. Ah ouais, bravo. Merci Erika, merci Bruno. Donc la rubrique empreinte musicale, effectivement, aujourd'hui, sera consacrée à un jeune groupe de rock vantais. Ils ont été à l'origine du renouveau même de la scène vantaise actuelle, la scène de ces dernières années sur Vannes. Ils étaient 3 frères, je crois bien, et avaient embarqué leurs amis musiciens dans une aventure artistique qui a connu un succès d'estime sur la région de Vannes il y a 4 ans avec le groupe Lise. Et la bonne nouvelle hop-là de cette année, Eric, en 2013, ils nous reviennent, toujours sur Vannes, toujours avec un nom de famille qui rappelle un célèbre jeu vidéo. Ce sont les frères Sims et le groupe Kilroy. Alors, vous êtes repartis, c'est fait? Un nouveau nom, un nouveau projet artistique? Bah oui, puisque bon, ça fait aussi un peu partie du jeu, mais on est très optimiste pour l'avenir. Et donc on est reparti donc avec Charles, qui est mon grand frère, à écrire de la musique. Et puis à terme, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de monter ça et sur scène et d'enregistrer quelque chose pour commencer à exister vraiment en tant que groupe. Et donc on a trouvé le nom de Kilroy, on a trouvé Jérémy, et voilà. Et c'est parti depuis à peu près, donc presque 1 an maintenant, au niveau du travail à 3, on va dire. On se donne pas trop de limites, on est un peu limité, on va dire, par le format basse, guitare, batterie, mais on se limite pas au rock. Voilà, si je vous dis brutal, rock, quoi. est-ce que ce style musical, le mot rock, ça suffit pour vous? Oui, enfin c'est un peu généraliste, quoi. On peut mettre plein de choses dedans, mais nous on se laisse la liberté d'aller vers des choses peut-être plus aériennes, plus légères. C'est pas forcément du rock qui assomme tout le temps, quoi. Même ici on aime le faire aussi, mais on fait pas que ça, quoi. Donc alors, un petit adjectif en plus? C'est contrasté, voilà. Alors je sais pas si c'est très explicite comme ça, mais ça peut être à la fois très très énergique et très agressif, j'ai envie de dire, et en même temps on essaye toujours d'avoir une couleur assez légère, au moins dans les voix, parce qu'on n'est pas du tout dans l'esthétique de chants hurlés ou quelque chose vraiment, enfin c'est pas vraiment grunge non plus, quoi, voilà. Ok. C'est surtout parce qu'on n'arrive pas à le faire, en fait. Voilà, si on avait des super voix qu'on pouvait envoyer comme ça autant qu'on veut, on le ferait peut-être, mais c'est pas le cas. Donc on fait quelque chose de plus mélodique et plus feutré au niveau des voix, au moins. Pourquoi repartir? Est-ce qu'il y avait une sensation d'inachevé avec le groupe Lise? Non, pas du tout. Parce qu'on sait faire que ça. Ouais, enfin, on s'est vraiment posé la question de ce qu'on allait faire, hein, parce que quand ça s'est arrêté, ça faisait 7 ans quand même, donc ça s'est pas fait dans la bonne humeur. Hein, ça a été assez douloureux. La rupture? C'était pas au plat? Ah, pas du tout, non. Non, sur le coup, non, pas trop. Ah bon? Bref, du coup, on s'est demandé, quoi, est-ce qu'on reprend, on va dire, une formation, un boulot, Nouvelle on aventure, fait autre chose, quoi. On fait, continue la musique ou alors on voilà, change? et on a décidé de continuer la musique. Enfin, on s'est laissé 2-3 mois de réflexion et on a continué. Ah, c'est vrai, ça, 2-3 mois, c'est... Oui, mais après, bon, on savait pas du tout ce qu'on voulait faire, quoi. Si c'était encore dans le rock ou autre chose. Enfin, en tout cas, comme on savait faire que de la musique, on a décidé de continuer là-dedans, quoi. Quel est votre regard à vous sur la scène musicale locale? Actuelle, ou jazz, ou chanson, toute esthétique musicale confondue? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la musique sur la région de Vannes? La scène, on va dire, vantaise est quand même assez dynamique, surtout depuis que l'Econova existe. Avant, on va dire que c'était un tout petit peu plus anarchique. Nous, on était déjà là à l'époque, avant l'Econova, donc on peut en parler un peu. Donc c'est vrai que depuis que l'Econova existe, il y a une bonne synergie qui s'installe. Il y a beaucoup de musiciens et de groupes, pas forcément qui ont des ambitions professionnelles ou quoi, mais qui répètent donc à l'Econova. Il y a aussi comme le festival de jazz. À Vannes, c'est quand même assez culturel. Après, les réseaux, pour vous, les réseaux, les structures, l'ensemble des artistes. Il y a une vraie aussi. offre aujourd'hui. Il y a une vraie offre. Il y a un vrai dynamisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, pour le coup, il y a peut-être 10 ans, ne pouvaient pas s'exprimer, le peuvent beaucoup plus aujourd'hui. Après, on est quand même dans une politique ici musicale assez grand public, et
tant mieux, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que pour des musiques un peu plus extrêmes, comme le rock, le metal, ou le punk, ou toutes ces choses-là, sur Vannes, il n'y a pas franchement de club, comme par exemple à Lorient, il y a le Galion, qui est un café-concert assez réputé au niveau indé. Et c'est vrai qu'à Vannes, ça peine encore un peu à ce niveau-là pour avoir vraiment une vraie visibilité. Mais il y a quand même des groupes qui existent, quoi. Mais en général, ils ne jouent pas à Vannes, ils jouent ailleurs. Des petites structures de diffusion qui manquent surtout, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc, alors, voilà, on a parlé de structure et de réseau. Pour vous, donc, l'ensemble de... Est-ce qu'il y a l'ensemble de ces structures-là, y a-t-il une cohésion qui se fait actuellement sur les musiques actuelles, on va dire en général? Ouais, il y en a une. Je veux voir un peu plus loin que Vannes, hein, parce qu'il y a un vrai travail, on va dire, collectif entre MAPL Lorient. À Lorient, avec qui nous, on est accompagné par cette structure-là, oui. Et l'Econova. C'est pas deux mondes qui s'ignorent, quoi. C'est des gens qui travaillent ensemble. Et la DAV. Et la DAV aussi 56, qui est qui est une structure départementale plutôt. Voilà. Justement. D'accord. D'où le côté morbihanais du réseau. Okay. Voilà, ils communiquent entre eux, et il y a un travail, on va dire, les groupes, c'est pas sous forme d'échange, mais les groupes de Vannes sont connus à Lorient et inversement. Est-ce que pour vous, Vannes est au plat? Oui, ce qui est au plat, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup de musiciens en fait. Même si avant il n'y avait pas l'Econova, tout le monde focalise un peu sur l'écho, mais avant il y avait toujours beaucoup de monde. Seulement, quand on fait un concert dans un bar, on n'a pas la visibilité, la com, et puis les gens ne sont pas forcément au courant que ça se passe. Mais il y a toujours eu beaucoup de monde, donc ça c'est positif. Ce qui est moins positif, c'est que il y a 10 ans, il y avait beaucoup plus de lieux de diffusion type CAFCONS. Je veux dire. D'accord. Là, c'est difficile. Il y a des contraintes techniques. Ça se professionnalise un peu. Ça se professionnalise aussi. C'est le revers de la professionnalisation. Il y a plein de soucis avec, il y a la cigarette, tout ça, ce qui fait qu'il y a plein de bars qui ont déjà pas mal d'ennuis, et faire des concerts en plus, surtout avec des groupes bruyants, c'est beaucoup d'ennuis pour eux, quoi. Voilà, écoutez, c'est l'heure pour nous de conclure. Merci Charles, Pierre et Jérémy du groupe Kilroy. Et voilà, tout de suite maintenant, dans quelques petites secondes, puisque normalement tout est calé, on va voir un extrait inédit de votre tout dernier 5 titres. Voilà, il est tout chaud encore, quoi. C'est vrai? Ouais, c'est ça, c'est même pas sur le net encore. C'est même pas sur le net, voilà. Donc on est plus rapide que le net avec Hopla. Bonus Hopla Actu. Merci Franck. Et je conclus juste, on vous retrouve le 28 décembre au bar Le Bruit qui court à Vannes, avec un fameux plateau, 3 groupes de musique, les groupes de musique rock du moment, sur Le Bruit qui court, qui devrait être un lieu justement qui ferme bientôt. Sur ces prochains mois. Mais restons Hopla et gardons donc les lieux. Et sinon on joue le 30. Salut Kenavo, ciao. On joue le 30 aux Valseuses à Vannes aussi. Le 30 décembre aussi aux Valseuses à Vannes. Merci Kilroy, on vous écoute. C'est le morceau Seattle 8. Gotcha wife for anybody. Been alone like a Brita to feel just like anybody. The scrawling crowd that get us sleep every day. To feed the fires not full. God stands still by the river and turns down everybody. Your child soul will never